On m'a fait une écho du cœur, mais ils m'ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'il y allait avoir quelque chose. C'était juste comme dernier recours. Et donc, c'est grâce à cet écho qu'ils m'ont trouvé la cardiomyopathie hypertrophique. Quand on m'a annoncé la cardiomyopathie, c'est à ce moment-là que j'ai dû tout de suite arrêter le sport-études. Et vu qu'on était en mars, j'ai beaucoup pleuré sur le moment parce que bon voilà, c'était toute ma vie et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Au bout de 2 jours, je me suis reprise et je me suis dit: «Mais je vais pas me laisser abattre, c'est rien, reprends-toi en main» et du coup, je me suis relevée, on va dire, psychologiquement. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, 2 sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Des signes qui ne font pas de bruit, des troubles de la vue, des difficultés en lecture et en orthographe, puis une passion pour le football qui l'emmène en sport-études. Mais derrière le ballon rond, le corps commence à lâcher. Fractures à répétition, malaise inexpliqué, hospitalisation fréquente. Un diagnostic d'épilepsie est évoqué, puis vite écarté. À partir de là, on cesse de la prendre au sérieux. On minimise, on attribue tout au stress. Le coup le plus dur ? La période du Covid. Aux urgences, on l'a fait culpabiliser de venir, comme si sa souffrance n'était pas légitime. Elle se sent seule, pas écoutée, pas crue. Cette invisibilisation entraîne du harcèlement scolaire au lycée. Léa entre alors dans une errance médicale qui durera 5 longues années. Jusqu'au jour où un diagnostic tombe enfin, cardiomyopathie hypertrophique. Le sport doit s'arrêter, brutalement, immédiatement. C'était toute ma vie, dit-elle. Avec cette annonce, son rêve de devenir pompier s'effondre. Alors, comment rebondir quand tout ce qu'on aime vous est retiré ? Comment convaincre le monde médical quand on vous a si souvent fait taire ? Comment obtenir enfin un diagnostic quand le corps crie et que personne n'écoute ? C'est ce que nous raconte aujourd'hui Léa, un témoignage fort, avec un message essentiel, toujours s'écouter, s'entourer de personnes bienveillantes et ne jamais avoir peur de parler de ce qui ne va pas. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Ouais, de Bordeaux. Depuis Bordeaux. D'avoir fait toute la route jusque dans notre petite campagne alsacienne. Ça nous fait très plaisir de t'avoir en vrai aujourd'hui pour le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, ton nom si tu le souhaites, ton âge, où tu vis et la profession que tu fais et enfin ton lien avec les pathologies cardiaques? Très bien. Alors, du coup, je m'appelle Carbana Léa. J'ai 19 ans. Donc, j'habite près de Bordeaux. Et auparavant, j'étais à Tsem. Mon lien avec avec la pathologie cardiaque, c'est que je suis atteinte de la maladie de Danon. Alors, est-ce que, avant de parler directement de
de ta pathologie, ou enfin du moins de ta maladie, qui est la maladie de Danon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Comment ça s'est passé durant ton enfance? Et notamment de ta passion pour le sport, dont je crois bien qu'il y en a un en particulier. Alors, moi, mon enfance, enfin, ça s'est très bien passé. J'ai été jamais malade. Après, j'ai eu des problèmes de vue très tôt, mais pour nous, c'était, on va dire classique. Après, j'ai été, dyslexique et dysorthographique aussi. On m'a détecté ça assez vite, je crois, j'avais 7 ans. Et j'ai commencé, le foot du coup, à 6 ans et c'était du coup, une très grande passion. Donc c'est pour ça que par la suite, j'ai été en sport-études. À quel âge est-ce que tu débutes, le sport-études? Le sport-études, je le commence à, 15 ans, même si on m'avait déjà proposé plus tôt, de le faire. Quand tu dis sport-études, est-ce que tu peux un petit peu préciser à nos auditeurs qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi faire du sport-études? Alors, le sport-études en fait c'est, donc, on est, dans un lycée, général, ou pro d'ailleurs. Moi j'avais choisi d'être dans le pro pour, toujours rester dans ma filière quand même avec les enfants, sachant qu'une femme, au foot est beaucoup moins payée que les hommes. Donc fallait quand même que je prévoie un avenir, en parallèle avec le foot. Hem et donc c'est, les études, on va dire de 8 heures du matin, jusqu'à 15 heures. Ensuite, j'allais donc, faire les entraînements, donc c'était plutôt vers 17 heures, mais ça se terminait tard. Je rentrais, donc c'était l'internat et puis, ça recommençait tous les jours comme ça. Tu faisais du sport combien de fois par semaine? Alors c'était, 5 fois par semaine, donc 6 fois, parce que du coup c'était, 5 entraînements, donc du lundi au vendredi, plus le match, donc le samedi. En termes d'heures, un entraînement, ça dure combien de temps? Donc un entraînement durait entre 1 heure et demie ou voire 2 heures. Donc si je caricature, ça fait 2 fois 5, donc déjà 10 heures, plus je pense qu'on peut rajouter, les 2 heures, minimum de match, on va dire, Voilà, le week-end. Donc on est sur une moyenne basse de 12 heures de sport dans la semaine, quoi. voilà, c'est ça. Très bien. Et est-ce qu'on peut revenir sur, parce que tu nous as dit que tu as été, diagnostiquée très tôt dans ta scolarité, pour, des difficultés au niveau de la lecture, donc qui est la dyslexie et la, dysorthographie, donc des difficultés, en lien avec, l'orthographe. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les difficultés que tu as eues durant ta scolarité? Je voyais que j'avais, de grosses difficultés, pour lire, donc j'étais gênée, enfin je me cachais un peu en classe, dès qu'on devait lire, des textes, ou des choses comme ça, voilà. Donc c'était surtout la lecture, donc la dysorthographie, en fait, je fais des fautes, sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que j'écris comme je l'entends et je ne vois pas du tout les fautes que je fais, et la dyslexie donc je me trompe, parfois avec les fins de mots, enfin, j'inverse certains mots, Et du coup, toi, tu commences ton sport-études, du coup, quand tu es rentrée au lycée, c'est ça, hein, dans ton lycée? Oui. Vers 15 ans. Est-ce que ça tu nous as parlé de l'internat. Du coup, c'est là où tu es un petit peu partie, en fait, déjà de chez toi, quoi, enfin, du moins de de ta vie avec tes parents. Tu à quelle distance de chez toi, le fait d'aller à l'internat et de revenir, je pense, pour le week-end? Alors, du coup, j'ai été à l'internat déjà très tôt, parce que quand j'étais, en troisième, quand j'ai débuté ma troisième, j'étais déjà en internat, mais dans un autre lycée et donc je suis restée 2 ans dans ce premier lycée, donc en internat, mais j'étais quand même, plus chez mes parents parce que c'était, 1 semaine stage et 1 semaine école et donc c'est sûr qu'après quand je suis partie en sport-études, quand j'étais en première année, là c'était du non-stop, en internat.
et j'étais à plus de 2 heures de route de chez moi. Ensuite, est-ce que tu peux nous dire quels sont les premiers signes, pour toi, qui t'alertent, sur ta santé? Donc tu étais en sport-études, tu faisais, tes 5 entraînements par semaine, ton match le week-end. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont apparues à ce moment-là ou est-ce que c'était déjà avant? Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu tout ça? Alors, non, justement, j'avais, aucun souci. Après je m'étais fait, de nombreuses fractures, au niveau des genoux et chevilles, mais moi j'avais mis ça, à cause du sport, en fait, à force de faire du sport, après je sais toujours pas si c'est, à cause de la pathologie ou pas. Donc on va dire que j'avais déjà eu ces soucis, on va dire pendant 3 ans, donc de mes, heu, 13 ans jusqu'à mes 16 ans, je me suis fracturée de nombreuses choses. Et donc ensuite, j'ai commencé, en arrivant en sport-études. Je suis rentrée en sport-études donc en septembre 2020. Et quelques semaines après, j'ai commencé à faire de nombreux malaises. Donc je perdais, pas forcément connaissance, tout le temps, mais j'étais à bout de force et j'avais du mal à respirer et je chutais ou je perdais connaissance et on va dire, à peu près 8 fois par jour et ça pendant, plusieurs mois. Et du coup, ça t'arrive quand, soit tu fais un malaise, soit tu perds connaissance, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui on sent qui ne va pas bien, vu que ça t'arrive très fréquemment. Hem, Comment ça se passe du coup? Parce que t'es pas chez toi, on le rappelle, tu es à 2 heures du coup de chez tes parents et comment est-ce que tu es pris en charge du coup, soit, sur place, avec, des entraîneurs ou voilà, enfin les gens qui t'encadrent ou comment ça se passe? Ben, du coup, ça m'arrivait, donc soit au lycée, soit en entraînement. Hem et du coup, c'était les personnes donc qui m'encadraient qui appelaient les pompiers. Il y avait un hôpital, à proximité, du lycée, donc c'était sur Périgueux. J'allais tout le temps à l'hôpital, de Périgueux. Hem et du coup, ma mère, faisait la route et me rejoignait à chaque fois et me ramenait à la maison. Et qu'est-ce qu'on te disait quand tu quand tu étais prise en charge par les pompiers, que tu leur expliquais un petit peu ce qui s'était passé, tes symptômes, que tu as fait un effort physique ou parfois pas, vu que ça venait aussi, pendant les cours, je crois, que, voilà, tu perdais connaissance, que, voilà, c'était qu'est-ce qu'on te disait? Alors, au début, on m'a fait, des tests en pensant que j'étais épileptique. Ce qui s'est avéré que c'était pas le cas. Hem et donc tout de suite, on m'a pas cru, on m'a pas prise au sérieux. Hem, on me renvoyait chez moi, en me disant que ce que je racontais était faux, que c'était juste du stress, dû au sport-études, sachant que j'avais aucune angoisse et je me sentais très bien, là où j'étais. Est-ce qu'on peut dire que du coup les médecins avaient, un petit peu minimisé tes symptômes ou du moins les avaient mis sur le dos de oui, du coup du stress ou ouais, du fait de peut-être qu'il y avait des attentes aussi au niveau sportif dans le sport-études, ce qui est normal, mais toi, ça te semblait pas, si difficile que ça à gérer? Alors moi, je pense que oui, quand même. Après, j'étais aussi en période de covid et donc en fait, les hôpitaux étaient très, pleins, et on m'a souvent, fait la réflexion comme quoi je prenais de la pla une place, on va dire, pour rien. Hormis par le personnel médical qui du coup, ne te prenait pas vraiment au sérieux, est-ce que tu sentais quand même que tes enseignants ou tes, entraîneurs ou même ta famille, est-ce qu'ils te prenaient au sérieux, eux? Alors, non, on va dire que, pour mes professeurs, il n'y en avait qu'une, on va dire, qui s'inquiétait. Et même, j'ai subi un petit harcèlement, au lycée, de ma différence du coup, et je l'ai très mal vécu par la suite et ma mère m'a beaucoup soutenue et m'a crue et du coup, ben, c'est un peu grâce à elle aussi si, maintenant on a pu trouver le diagnostic. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le type de harcèlement que tu as subi? Tu es pas obligé si tu as pas envie, c'est toi qui vois.
Du coup, j'ai, subi, on va dire, un petit harcèlement, parce que, du coup, je tombais dans les pommes et qu'on comprenait pas pourquoi. Du coup, voilà, j'étais différente. Moi, je mets ça sur, enfin, c'est pour moi cette cause-là. Donc en fait, ils se sont mis à plusieurs à se moquer de moi, il y a même une, un jour, qui, a dit à haute voix, donc j'étais à côté, qu'en gros, quand je serais morte, en gros, personne, viendrait me voir ou des choses comme ça, c'était, pas très sympa, quoi. Ouais, non, carrément pas du tout. Donc, ouais, donc, quand même un bon niveau d'harcèlement, quoi. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment se sont enchaînés les événements à partir de septembre, du coup 2020, où tu as des symptômes qui sont quand même apparus très, très, très fréquemment? Et oui, quelle était la suite, du coup? Donc tu continues à faire des malaises à répétition, à perdre connaissance de manière, fréquente. Comment ça se passe ensuite? Alors du coup, j'ai fait, les malaises, on va dire pendant 5 ans au total. Hem, donc septembre 2020, c'était très, très, très régulier. Et petit à petit, ça s'est estompé, mais c'était quand même assez fréquent. Mais au début, donc c'était 8 fois par jour à peu près et après c'était, quelques fois par semaine. Mais je dis ça, je sais pas, 6 mois après, on va dire. Mais entre-temps, ils ont quand même, trouvé donc en, mars, 2021, la cardiomyopathie hypertrophique et ça a commencé comme ça. Mais ça ne répondait pas à, pourquoi je faisais les malaises, en fait. Ça avait aucun lien. À force de faire des malaises, à force de retourner à l'hôpital, il y a quand même quelqu'un qui s'est dit: «Dis donc, faudrait quand même qu'on cherche un petit peu la cause». Du coup, ils t'ont fait passer, je pense, un électrocardiogramme ou peut-être juste une échographie cardiaque pour voir, un petit peu. Alors, c'était, donc en du coup mars, 2021. On m'a fait une écho, du cœur, mais ils m'ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'il y allait avoir quelque chose. C'était juste, comme dernier recours, et donc c'est, grâce à cet écho qu'ils m'ont trouvé la cardiomyopathie hypertrophique. Hem Et après ils ont testé donc mes parents qui n'ont, rien au cœur. Et par la suite, j'ai passé une IRM cardiaque, quelques semaines, après. Mais vu que j'étais, sur Périgueux, j'ai demandé, à être transférée à un hôpital beaucoup plus proche, du coup, de chez moi. Et une fois que cette, cardiomyopathie hypertrophique, donc c'est-à-dire, grossièrement un cœur beaucoup trop gros, plus gros que la norme, est-ce que là, on t'a prise au sérieux quand même? Alors, on me prenait toujours pas au sérieux pour les malaises. On savait que j'avais, du coup une pathologie cardiaque, mais du coup à ce moment-là, on m'a annoncé qu'il fallait que j'arrête le sport, mais c'est tout. On m'a juste dit ça. Après pour les malaises, du coup, ça a été résolu, mais on va dire partiellement, à partir de milieu 2022 où j'ai vu, un rythmologue. Hem, Parce que ma cardiologue, ne comprenait pas pourquoi, du coup, je faisais les malaises, et elle m'avait posé donc un Revil. Donc c'est un holter implanté. Tu peux nous dire quelle est la fonction du holter, tu sais? Donc le holter, ça va prendre, la fréquence cardiaque, ça va enregistrer, heu, constamment du coup, les battements du cœur. OK. À partir du moment où tu découvres effectivement que tu as quand même un problème à ton cœur, et que du coup découle l'annonce du fait que tu dois arrêter, le sport-études et donc, concrètement, c'est à peu près, toute ta vie à ce moment-là. Enfin, je sais pas comment Oui. tu le ressens, enfin, comment tu le vis à ce moment-là quand on te fait cette annonce? Alors, c'était très, très, très dur. Après, donc quand on m'a annoncé la cardiomyopathie, c'est à ce moment-là que j'ai dû tout de suite arrêter le sport-études, et vu qu'on était en mars, j'ai
beaucoup pleuré sur le moment parce que bon voilà, c'était toute ma vie, et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Au bout de 2 jours, je me suis reprise et je me suis dit, mais je vais pas me laisser abattre, c'est rien, enfin, reprends-toi en main. Et du coup, je me suis relevée, on va dire, psychologiquement. Et j'ai décidé de vite retourner dans le lycée auquel j'étais. Donc pendant 2 ans, j'ai fait ma troisième et seconde, reprendre mes études, sachant que c'était quasiment trop tard. J'ai rattrapé en gros tous les cours que j'avais loupés, toutes les épreuves que j'avais loupées. Et du coup, j'ai réussi à réintégrer la classe. Un chapeau, hein, parce que Merci. encaisser tout ça en quelques jours et remonter presque une demi-année de programme, voire plus, pour rebondir et essayer de faire autre chose, tout en faisant aussi le deuil du coup de ta carrière sportive. Je pense que tu étais quand même partie pour un petit peu avancer dans ce domaine-là. Enfin, quand on fait sport-études, on se dit toujours que ça pourra peut-être déboucher sur quelque chose dans le milieu du sport, quoi. Oui. Donc j'imagine que la déception a été grande et chapeau d'avoir rebondi aussi, rapidement. Quel était ton choix du coup pour la suite de ton alors du coup, c'était plutôt pour le côté professionnel et quel était ton choix, vers quoi tu t'es tournée quand tu t'es dit: «Beh, bon, bah, le football, ça ne va plus être possible», tu te tournes vers quoi? Alors, quand du coup j'étais en sport-études, je comptais faire pompier. Je voulais être pompier, mais avant d'être pompier, j'aimais beaucoup la petite enfance déjà. Donc quand bien sûr on m'a annoncé la cardiomyopathie, on m'a dit: «Plus de sport», donc bien sûr, je ne pouvais plus être pompier. Donc là, on va dire que je me suis rabattue sur mon idée première, donc travailler avec les enfants. Et ça collait très bien donc avec la formation que j'avais débutée, pour ma seconde, dans mon ancien lycée. Et j'ai continué sur cette voie-là et j'ai obtenu donc mon bac, service à la personne. Donc c'est avec les enfants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Du coup, tu décides de changer de voie professionnelle et qu'en est-il du coup de ton suivi, concernant, bah, du coup, la découverte de ta cardiomyopathie? Est-ce qu'on connaît, son origine? Alors non, ils ne connaissent pas l'origine de la cardiomyopathie, donc c'est pour cela aussi qu'ils ont fait de nombreuses recherches. Hem Ils ont testé, comme je l'avais dit tout à l'heure, mes parents, qui n'avaient pas de cardiomyopathie ni de problème cardiaque. Par la suite, ils ont fait un test génétique, mais bien sûr, l'attente est très longue, donc ça a mis plus d'1 an avant qu'on ait la réponse. Et du coup, après ces 1 an, d'attente, est-ce que vous avez enfin eu une réponse génétique suite à ça? Alors oui, du coup, on a eu une réponse génétique donc en juillet 2022. Je venais juste de finir mes études. Hem Et donc on m'a annoncé le diagnostic de la maladie de Danon. Et comment tu te sens à ce moment-là quand on annonce, ce diagnostic, de la maladie de Danon? Sur le moment, donc je reçois quelques jours avant la consultation, un mail avec écrit qu'il y aurait tel et tel et tel médecin au rendez-vous. Donc j'ai vite compris que c'était en gros un mauvais signe. Et arrivée sur place, effectivement, du coup, on m'a annoncé le diagnostic. J'étais à moitié contente au moins de savoir qu'est-ce que j'avais. Donc pour ça, j'étais contente. Mais c'est vrai que quelques jours après, j'ai vite compris que c'était loin d'être anodin ce que j'avais. Et petit à petit, après, on a commencé à faire des recherches pour plus connaître la pathologie. Et quand on te l'a annoncé, tu étais toute seule ou est-ce que tu étais accompagnée de quelqu'un? J'étais accompagnée de ma maman. OK. Et sur le coup, je pense que tu avais des généticiens qui étaient, là. Est-ce qu'ils t'ont expliqué, ce que c'était la maladie de Danon, en face à face? Ou est-ce qu'ils t'ont pas expliqué du tout,
cette maladie, vu que tu as dit juste avant que en fin de compte, tu as cherché par toi-même. Et, dis-nous juste si ils t'ont expliqué le jour J ou pas. Alors, du coup, arrivé sur place, on m'a, juste expliqué, en fait, les grandes lignes, donc c'est-à-dire ce qui a marqué, sur internet dès qu'on tape maladie Danone, donc hem, problème cardiaque, et puis, après, ce qu'elle m'a expliqué, c'est, donc, une cardiomyopathie, d'intensité sévère, une faiblesse musculaire d'intensité variable et après une atteinte, intellectuelle, mais ça, c'est pas toujours. Après elle m'a beaucoup posé des questions, par rapport à mon petit frère, heu, pour, savoir si lui potentiellement serait atteint. D'ailleurs, il doit faire des tests, dans quelques années. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils t'orientent vers des professionnels de santé ou autres? Est-ce que, par exemple, je sais pas, du coup, est-ce qu'ils t'orientent vers un neurologue ou vers, justement peut-être des ophtalmologues? Parce que, bah, je sais par moi-même que ça touche aussi les yeux. Alors, non, absolument pas. Donc, ma cardiologue était présente. Donc elle m'a dit qu'elle, continuerait le suivi avec moi, mais on ne m'a, pas parlé de rythmologue, d'ophtalmo, rien du tout, ni de neurologue. Hem, donc j'ai été, on va dire, laissée, comme ça, à me débrouiller avec ma maman et voilà. C'est un peu triste, hein, tout ça, hein? Et du coup, après, ces annonces-là, est-ce que toi, tu continues à faire, des asystolies? Donc, asystolie, on va dire ce que c'est. C'est des formes d'arrêt cardiaque et donc, c'est je pense les malaises que tu faisais avant et quels sont, en fait, les symptômes que tu as, on va peut-être expliquer en fait aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, ce que c'est un arrêt cardiaque chez une femme. Comme ça, toi, tu es un peu, on va dire, celle qui va porter la voix parce que, je pense qu'on a enfin, je crois qu'on n'a pas eu vraiment de témoignage, pour ça. Donc, si tu peux nous expliquer en fait, ce qui t'est arrivé, ce que tu as vécu? Donc effectivement, les malaises que je faisais, c'était bien des asystolies. Donc en fait, les asystolies, ce sont des arrêts cardiaques, mais sur, en court instant, on va dire ça comme ça. Ça peut durer, de quelques secondes, c'est-à-dire 5 secondes, ça peut aller jusqu'à 2 minutes. Et moi, en gros, les symptômes que j'avais, c'était que je commençais à avoir des grosses, grosses, grosses sueurs, dégoulinantes dans le dos, sur le visage, à voir trouble et au début, je les sentais venir et donc je perdais connaissance, et au moment où je perdais connaissance, en fait, c'est là où mon cœur, s'arrêtait. Et après, toute seule, tout seul, on va dire, mon cœur repartait et donc je reprenais conscience. OK, c'est quand même fou ça et du coup, personne t'a jamais réanimé vraiment pour, c'est-à-dire, massage cardiaque pour que tu reviennes, à toi? Alors, non, jamais. Parce que, les personnes qui étaient autour de moi, ont souvent été, soit choquées, sur l'instant ou savaient pas quoi faire, ou m'ont souvent mis, en PLS en pensant que c'était un malaise, classique vu qu'on savait toujours pas ce que c'était. OK, donc moi je rappelle juste à tout le monde qu'il faudrait au moins faire, le premier er cours de gestes de secours, hein. Afin de ne pas paniquer et de savoir quoi faire quand quelqu'un tombe, soit, sur, malaise ou en arrêt cardiaque. Est-ce que à ce moment-là, quand, du coup, tu fais tes arrêts cardiaques, tes asystolies, ça arrive quand? Pour la première fois, où tu sais que c'est vraiment ça? Alors, pour, on va dire la première fois où on apprend que c'est ça, c'était
après le diagnostic de Danone, donc le diagnostic de Danone était en juillet 2022. Ma cardiologue, le mois d'après, donc en août 2022, a décidé de m'implanter le Reveal, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, le halter implanté. Et c'est en septembre 2022, donc c'était assez proche, où j'ai fait ma première asystolie. Mais en fait, j'ai eu, on va dire, un peu de chance dans mon malheur, parce que j'étais donc au travail et j'ai perdu connaissance euh, et j'ai chuté. Et donc après ça, mon travail a appelé les pompiers. J'ai été dans un premier hôpital. Ce premier hôpital m'a fait une prise de sang où ma troponine était élevée à plus de 600. Et donc ils se sont extrêmement affolés, ont eu très 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 peur et m'ont transféré donc à Haut-l'Évêque, donc l'hôpital de référence où j'étais suivie pour le côté cardiaque. Ils m'ont emmenée en soins intensifs, j'y suis restée une semaine et pendant cette semaine-là, j'ai fait une asystolie. Euh, donc c'était 2 jours après, ils m'ont emmené en rendez-vous sur une chaise roulante et je me suis sentie très mal, c'était en après-midi. J'ai commencé pareil à avoir des grosses sueurs froides et j'ai perdu connaissance. Et là, mon asystolie a duré plus d'1 minute et c'est donc avec le Reveal qu'ils ont trouvé que c'était bien une asystolie. Et j'ai oublié de préciser que par la suite, je vomissais et que pendant les astolies, je convulsais. Donc c'est super impressionnant et pour le coup, c'est après l'implantation de ton holter, le Reveal, que en fait, ça a pu être objectivé, on va dire, scientifiquement, médicalement, que les médecins ont pu vraiment, dire: «Ah bah, oui, en fait, ton cœur, s'arrête, complètement de battre à ce moment-là». Donc là, pour une fois, tu avais une preuve tangible de qu'est-ce qui se passait dans ton corps. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, tu es enfin cru par les médecins? Alors oui, à ce moment-là, du coup, je suis enfin crue. Donc sur le coup, je vois qu'il y a plein de médecins autour de moi. Ils m'ont vite, remis en chambre, et ils n'arrêtent pas de dire, «Ah là, il y a eu une asystolie», mais moi, sur le coup, je comprends pas, et je me sentais très, 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 très mal après cette asystolie-là, sachant que avec toutes les astolies que j'ai faites, normalement, après, je me sens, soulagée et mieux en me réveillant. Mais là, j'étais tellement mal qu'on m'a expliqué ça plus tard. Mais oui, du coup, on m'a cru et j'étais soulagée de savoir enfin qu'est-ce qui se passait. À quel moment est-ce que on t'explique à toi ce qui se passait dans ton corps et pourquoi est-ce que tu faisais, enfin, oui, qu'est-ce qui se passait et quand est-ce qu'on t'explique à toi ce que ça veut dire asystolie? Parce que je pense que voilà, si on n'a jamais eu de soucis dans sa vie, on se dit: «C'est quoi ce mot barbare? Je comprends pas ce que ça veut dire». Alors oui, du coup, c'est un médecin que j'interpelle moi en fin de journée quand j'allais un peu mieux, en lui demandant réellement du coup qu'est-ce qui s'était passé et qu'il m'explique plus en détail. Et donc là, il m'a expliqué, mais en m'apportant aucune solution derrière. C'est-à-dire qu'il comptait, rien faire pour, on va dire, arrêter sa systolie. Là, un petit peu, tu sens que le corps médical, il est un peu perdu. Enfin, ils savent que, voilà, tu fais des événements d'arrêt cardiaque, de manière répétée, assez fréquents, mais ils savent pas quoi faire. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le topo. Est-ce qu'ils t'orientent du coup vers d'autres professionnels pour, je sais pas, savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on te propose? Ou est-ce qu'on te laisse, toute seule, voilà, en disant, «Beh, vous faites ça et puis débrouillez-vous»? Alors, du coup, c'est sur ma demande, que j'ai vu un rythmologue pour la première fois. Et donc, le rythmologue, je l'ai vu au mois de décembre 2022, donc ce qui était assez long, quand même, alors qu'on avait trouvé des asystolies, sachant que j'en faisais déjà depuis plusieurs années. Et en ayant vu ce rythmologue, lui ne voulait rien faire.
parce que j'étais trop jeune, voilà. Il me répétait sans cesse, voilà, que j'étais trop jeune et donc il préférait, laisser comme ça, sachant qu'il voulait voir aussi si j'allais continuer d'en faire ou pas. Si ça allait passer tout seul, ou non. Est-ce que depuis que tu as eu du coup le diagnostic de la maladie de Danon, que enfin on a découvert que tu avais une cardiomyopathie hypertrophique, est-ce que tu as dû prendre des traitements à ce moment-là? Alors, non, je n'avais aucun traitement, ni pour le rythme, ni pour, côté cardio. C'est que, du coup, l'année d'après, donc quelques mois après, en 2023, où j'ai refait, de nouveau des asystolies, heu, où à ce moment-là, j'ai redemandé à voir le rythmologue que j'avais vu, et à ce moment-là, il me met un hypertenseur, parce que, ma tension est trop basse. Et qu'il pense que des asystolies viennent, de ça et aussi du coup, qui sont provoquées donc bien sûr que c'est des arrêts cardiaques et de ce côté-là, il ne veut toujours rien faire. Et comment tu vis ça, au quotidien? Enfin, comment est-ce que toi tu vis en disant: «Bah, d'un moment à l'autre, en fait, je sais que potentiellement mon cœur peut s'arrêter pour quelques secondes» et comment on vit avec ça au quotidien? Alors, moi clairement, j'avais très peur, d'y rester parce que c'est quand même des arrêts cardiaques. Moi, j'avais toujours peur, de que mon cœur ne reparte pas tout seul, sachant qu'un médecin m'avait dit que c'était obligé que mon cœur reparte seul et un autre m'avait dit que non. Donc en fait, je savais pas trop, quoi en penser, et c'était très, très angoissant. Mais, moi, on va dire, je le vivais, assez bien, mais c'est surtout mes proches, qui, du coup, avaient très peur de me laisser seule, voilà. Et du coup, au niveau, heu, professionnel, parce que du coup, tu avais fait le choix de travailler du coup avec, les enfants, heu, comment ça impacte, bah, du coup ton choix de profession? Est-ce que tu continues à travailler, bah, comme si de rien n'était? Est-ce que, beh, tu dois prendre des mesures de précaution ou des dispositions particulières avec, je sais pas, tes collègues ou tes supérieurs? Comment ça se passe au travail? Alors, au travail, j'ai l'impression d'être comprise, mais pas trop. C'est-à-dire que, hem, je fais des malaises, ils savent ce que c'est, parce que je leur ai bien expliqué. Mais de toute façon, quelques mois, après, donc c'était, en avril 2023, on m'a, déclarée inapte, au poste enfin à tout poste avec auprès des enfants parce qu'entre-temps aussi, mes capacités, musculaires s'étaient affaiblies, plus les astholies et donc c'était devenu trop dangereux pour moi-même et pour les enfants, bien sûr. Donc du coup, j'ai été déclarée inapte, avec les enfants. Bah, du coup, c'est un nouveau coup dur, enfin un nouveau choc parce que tu as rebondi une première fois, tu t'es dit: «OK, la carrière dans le sport, ou même la carrière de pompier», enfin du coup, il y a un côté sportif aussi qui est en lien avec ce métier-là. Tu as fait le deuil, tu t'es dit: «Je rebondis, je fais sur ma deuxième passion, enfin sur mon deuxième attrait, je me lance dans des études du coup spécifiques pour, être auprès des enfants». Et là, on te dit: «Bah, en final, avec la pathologie, bah, ça non plus, c'est pas possible». Et du coup, comment tu le vis? Enfin, parce que je veux dire, ça fait deuxième coup dur, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est un deuxième coup dur, sachant que moi, c'est tout ce qui me restait, on va dire, de mon passé. Et ça par contre, ça a été très, très, très dur, pareil, j'ai pleuré un bon coup, et après, quelques jours après, pareil, je me suis relevée en me disant que c'était pas grave, que c'était rien. Et j'ai, commencé à chercher un travail, dans les bureaux, et j'ai mis un mois à trouver et j'ai commencé à travailler donc dans les bureaux, au mois de juin. Résilience, beau parcours, hein, du moins pour ça. Donc du coup, pour le côté professionnel, ben, tu à chaque fois su rebondir, mais à chaque fois quand même, c'était quand même des étapes très difficiles. Je l'entends, mais je l'imagine. Et pour le coup, pour le côté santé, qu'est-ce qu'on te propose comme suivi? Enfin, c'est quoi tes suivis, une fois que tu sais que tu fais des asystolies, que c'est de manière fréquente?
Tu vois quel professionnel, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'on te propose? Donc pareil, toujours, presque pas de suivi, à part, le fait que ce soit moi qui relance toujours le rythmo, sachant que quand même les estolies continuent et persistent. Donc le rythmo me propose enfin au mois de juin 2023, une cardio-neuroablation, mais il n'est pas trop, on va dire, chaud pour la faire. Et donc il me la prévoit pour décembre 2023, ce qui est très, très long pour moi, sachant que du coup, je viens de me trouver un travail, que c'est, à plus de 30 minutes de route de chez ma maman, et que, j'attends, pour passer mon permis, sachant qu'il y avait un gros délai, donc je n'étais pas autonome. Et donc j'ai dû me trouver un logement seule, dans la ville, où, j'allais travailler, sachant que je faisais des asystolie et que ça c'était, on va dire, pas gérable. Je pouvais mal tomber, ce genre de choses. Donc après j'avais demandé à mon rythmo, comment anticiper les choses, que faire parce que j'allais me retrouver toute seule. Donc j'avais quand même une peur de mal tomber, de me cogner la tête ou ce genre de choses. Et il m'a dit, que dès que je me sentais pas bien, que je devais m'allonger par terre et voilà. Léa, tu nous as parlé de la cardio-neuroablation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, si tu sais, hein, en quoi ça consiste? Alors oui, en fait, la cardio-neuroablation, de ce que m'a expliqué, le rythmo, en fait, il passe au niveau de l'aine, on va dire un tuyau, qui remonte jusqu'au cœur, pour, brûler, des nerfs, qui sont hypersensibles, chez moi, enfin, ce qu'il disait, et ce qu'il supposait. Et donc le but est de brûler ces nerfs hypersensibles qui provoqueraient, les asystolies, pour les éliminer et arrêter donc les asystolies par la suite. OK. Et vu que tu nous as expliqué avant, que tu étais, ben, du coup, que tu devais trouver un logement, toute seule, que tu devais te débrouiller toute seule et que tu avais extrêmement peur de, par exemple, si tu fais une asystolie, de te retrouver toute seule et qu'il t'arrive quelque chose. Est-ce qu'à ce moment-là, par rapport à la mort, est-ce que tu as peur de mourir? Est-ce que tu as une, cette angoisse en fait, bah, de plus être là du jour au lendemain? Alors oui, j'avais, extrêmement peur, justement, d'y passer, sachant que quand même, je devais me débrouiller donc seule, alors enfin, parce que j'avais mon logement seul, donc me déplacer du logement jusqu'au travail, j'avais un scooter, donc encore moins, sécurisant. Mais j'avais pas le choix, donc en fait, je le prenais avec, dans ma tête, je me disais que je pouvais, à tout moment tomber, chuter, avoir un accident, enfin voilà. Et psychologiquement, tout ça, tu le gères comment? À ce moment-là, c'était assez compliqué, parce que j'avais l'impression d'être prise à la légère, sachant que pour moi, c'était quand même très grave de faire, des arrêts cardiaques, et puis, oui, voilà, j'avais l'impression d'être trop prise à la légère, mais à part ça, ça allait, mais c'était la peur de la mort. Ouais. C'est triste, d'entendre ça vraiment, franchement. Et après, est-ce que tu t'es battue pour avoir, d'autres, réponses ou peut-être d'autres traitements? Je me battais, on va dire, en parallèle, à cause, de ma, on va dire, dégénérescence musculaire, parce que, ça a commencé donc en début 2023 où, auparavant, je marchais très, très bien, je courais, enfin, tout ça, et petit à petit, j'ai vu mon périmètre de marche, se réduire, du mal à lever les membres, du mal à respirer un petit peu, essoufflée, ce genre de choses. Donc pour ça, je me battais, pour avoir un rendez-vous en neuromusculaire, sachant on ne m'avait jamais orientée, vers un neurologue ou un neuromusculaire.
Donc en fait, c'était à moi et ma maman, de faire tout ça, quoi. Et donc ça, par contre, c'était très dur psychologiquement de se débrouiller, d'être seule, en fait, contre tout ça, sachant que dès qu'on appelait les hôpitaux, on se faisait soit, renvoyer bouler ou on n'était, pas entendus ou soit on nous proposait des dates très, très longues, pour avoir les rendez-vous, sachant que pour moi, c'était, quand même, assez grave, je me voyais me dégrader et on me prenait toujours pas en considération. Donc en fait, on va dire ta qualité de vie que tu avais avant, qu'on t'annonce ton diagnostic notamment parce que bon, sport-études, tu faisais enfin l'effort physique il était là, donc on voyait que tu avais plein de capacités. Donc ça s'est vachement dégradé et par contre, il y a personne qui prenait en compte cet aspect-là pour te dire: «Ah bah, tu es essoufflé au bout de quelques mètres». Enfin ça se, ça se manifeste comment au quotidien pour toi? Tu peux même nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour toi, de comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que la maladie a eu comme impact pour toi, concrètement au quotidien? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux plus faire? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment tu arrives à te déplacer tous les jours? Comment est-ce que si tu as des douleurs quotidiennes, comment ça se manifeste, à l'intérieur de toi? Alors, oui, bah, du coup, ils ont, laissé couler. C'est-à-dire que tous les symptômes que j'avais, ils ont laissé passer, j'allais, souvent voir mon médecin traitant, mais bon, le pauvre, lui, il pouvait pas faire grand-chose, il était très démuni. Il m'a aidé à prendre rendez-vous avec un neuromusculaire, au mois de, je crois que c'était juin 2023. Donc c'est la première fois que je rencontre un neuromusculaire, donc elle, constate, que, j'ai, la maladie de Danon, mais c'est la première fois qu'elle entend parler de ça. Donc pareil, elle ne fait rien pour moi, elle ne sait pas quoi faire, et donc je repars chez moi, comme si, le rendez-vous n'avait servi à rien. Et donc en fait, côté neuromusculaire, jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Donc j'ai été, délaissée, constamment, sur le point, enfin sur, les muscles. Et donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai des difficultés à marcher. Donc depuis début 2023, ça s'est beaucoup dégradé, je trouve. Mon périmètre de marche est estimé à, 100 mètres, et encore, je peine à les faire. Je peux faire plus, mais je vais être tellement épuisée par la suite que je vais vouloir dormir tellement que mes muscles sont fatigués. J'ai du mal, en fait, à effectuer plein de choses de la vie quotidienne. Voilà, et je pense aussi, du coup, que vu que mon cœur est fatigué, ça n'arrange pas les choses. Quand tu dis que tu peines à faire plein de choses de la vie quotidienne, est-ce que tu peux nous citer des exemples concrets de qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui? On remet dans le contexte, Léa a 19 ans, hein, je précise. Donc maintenant j'ai une canne pour m'aider à marcher. De base, je dois en avoir 2, mais je me suis fait opérer, d'un pacemaker et d'un défibrillateur au mois d'avril 2024. Donc je n'arrive pas trop à utiliser l'autre bras. Donc pour le moment, j'en utilise qu'une, donc ça me fatigue davantage, mais par exemple, pour aller faire les courses, je ne peux plus porter, les sacs de courses, j'y arrive pas. Hem Après pour rester, autant de temps, debout, à attraper les choses, à tirer, à pousser le caddie, ce genre de choses, c'est compliqué. À faire à manger, c'est compliqué. Me doucher, c'est compliqué, parce que chez moi, j'ai une baignoire. Même si, mon logement est adapté, il y a que ça qui, n'est pas adapté. Donc en fait, ça résume, le plus gros de mes soucis dans la vie quotidienne. Et en fait, ça impacte tout, tout. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas, enfin, nous, la maladie n'a pas eu d'impact, quoi. Parce que tu as du mal à te déplacer et tu as du mal à faire les gestes, banaux du quotidien. C'est les choses, basiques où nous, on se poserait même pas la question de savoir est-ce qu'on aura la force d'aller faire nos courses? Je veux dire moi-même, qui n'ai pas de soucis de santé au niveau cardiaque, je me pose pas la question. Je me dis juste, c'est une tâche que je dois effectuer qui est pour moi relativement réverbérative, mais
Mais je me posais la question: «Est-ce que je vais y arriver ou pas?» Et toi, c'est quelque chose où tu te dis: «Ben, en fait, je pense que je vais pas arriver à faire mes courses et je vais peut-être pas arriver à me cuisiner ce que j'ai envie de me cuisiner et puis, je vais peut-être pas arriver à aller, jusque enfin, à peut-être à rentrer dans ma baignoire pour aller me laver» ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est quand même, un gros, gros impact, quotidien. Léa, du coup, tout à l'heure, tu nous as dit, que, suite à tout ça, tu as été opérée pour la pose d'un défibrillateur, automatique, implantable, donc un DAI et un pacemaker. Est-ce que tu pourrais nous raconter, du coup, comment, ça s'est enchaîné, à partir de ta cardio-neuro-ablation en 2023? Heu, Tout ça entre, du coup, si c'est toi qui l'as demandé ou si c'est tes médecins qui te l'ont proposé, cette pose d'appareil? On s'est arrêté tout à l'heure, en juin 2023, où, mon rythmologue, m'avait proposé une, cardio-neuro-ablation, mi-décembre. J'ai fait la cardio-neuro-ablation, en décembre, sachant qu'entre temps, j'avais refait une asystolie. Donc ils m'ont bien expliqué, après l'opération que tout avait fonctionné, qu'il n'y avait aucun souci. 3 mois après, donc en mars 2024, j'ai fait 4 asystolies en une nuit. Alors du coup, j'étais très en colère, parce que, je pensais que l'opération avait fonctionné, alors qu'en fait pas du tout. Sachant qu'en plus, j'étais devenue asymptomatique, aux asystolies à cause de la cardio-neuro-ablation. Donc en fait, je ne sentais plus venir les crises et quand je me réveillais, de la systolie, j'ai compris, que j'avais donc refait, un arrêt cardiaque. Ça avait commencé, dans la nuit, du 15 mars, vers, 22h30, où, j'ai convulsé, dans mon sommeil, quand mon cœur s'est arrêté. C'est mon compagnon qui a réussi à me réveiller, de la systolie. Par la suite, je lui ai dit que je ne voulais pas aller à l'hôpital, parce qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital après les asystolies, on me renvoyait chez moi en me disant que ce n'était pas grave, vu qu'on connaissait, ma pathologie. Par la suite, j'en ai fait 2 autres dans mon sommeil, sans m'en rendre compte et la 4e, asystolie, c'était vers 5 heures du matin et là, ça m'avait réveillée parce que j'avais très mal au ventre, des grosses sueurs et envie de vomir et en fait, j'ai chuté de ma hauteur. Donc là, par la suite, j'ai été à l'hôpital, mon rythmologue n'était pas disponible pour, venir me voir. Donc là, ça m'a mis encore plus en colère, parce que j'en avais vraiment marre, de faire ces asystolies-là, sachant que je pensais que c'était réglé. J'ai pris les devants et j'ai demandé un rendez-vous avec mon rythmologue, très, très rapidement. J'ai eu rendez-vous, il me semble, 3 jours après. Sachant que de base, les délais sont de 6 mois. Donc là, on m'avait prise au sérieux. J'avais demandé, obligatoirement une pause, d'un appareil. Ouais, et du coup, ils t'ont posé, un DAI et un PACE et c'était, enfin, est-ce qu'il était d'accord ou pas, en fait, du coup? Alors, non, il n'était pas d'accord, mais je lui ai pas laissé le choix parce que, voilà, comme je vous disais, j'en avais tellement marre, justement, j'avais demandé, à une dame, qui, m'accompagne, depuis l'année dernière, par rapport à mon handicap, justement, de m'accompagner, parce que j'avais peur, justement, de pas réussir à le convaincre. Pendant ce rendez-vous, je lui ai bien expliqué que, voilà, j'en avais fait 4 et que ça m'était jamais arrivé d'en faire autant en une fois, que c'était trop. Enfin, voilà, limite, je me suis plaint. Là, il m'a écoutée, il a voulu refaire une cardio-neuro-ablation que j'ai refusée. Donc la dame qui est avec moi a appuyé les choses. Là, du coup, il m'a expliqué que d'accord, il me mettrait un appareil, qu'il fallait qu'il en discute avec, toute son équipe, de médecins parce que, bien sûr, j'étais jeune et que lui, il était pas trop pour un appareil, mais que
vu que c'était, mon choix, il allait m'écouter. Et donc il m'a laissé repartir chez moi en m'expliquant que j'allais me faire, opérer dans la semaine coulante, donc la semaine qui a suivi, ce rendez-vous. Mais que d'abord il allait, avoir une réunion, l'après-midi même, avec, tous, ses confrères pour, m'appeler le soir et me dire, leurs réponses. Il te donnerait une réponse sur s'il te pose un dispositif, implantable ou une réponse de qu'est-ce qu'ils allaient faire ou qu'est-ce que c'était quoi la réponse du coup qu'il devait te donner? Donc la réponse était, soit me poser, un pacemaker Micra, soit un pacemaker, soit un DAI. Et donc le soir même, ils m'appellent en me disant qu'ils ne se sont pas décidés, qu'ils n'ont pas réussi à trancher, et que, la semaine donc qui a suivi, j'allais me faire opérer, mais que, le jour avant l'opération, je devais faire une IRM cardiaque pour, voir où en était, mon cœur, comment il était donc s'il était faible, tout ça pour voir quel dispositif ils allaient me mettre. Est-ce que, est-ce que tu pourrais expliquer quelles sont les raisons, qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment un petit peu forcer la main au médecin pour qu'il t'implante, ce dispositif, soit le défibrillateur, soit le pacemaker? C'est quoi leur rôle et pourquoi est-ce que toi, ça te rassure d'avoir ces dispositifs-là implantés? Mais moi, ça m'a rassurée psychologiquement dans le sens où, j'avais peur de mourir, comme on le disait tout à l'heure et pour moi, si on me pose un pacemaker ou un défibrillateur, j'ai, cette seconde chance, on va dire, de pas y passer. Hem, donc du coup, c'est pour ça que j'ai forcé la main. Est-ce que tu peux nous donner le rôle, si tu le connais, du défibrillateur et le rôle du pacemaker? Donc ils m'ont expliqué, que le pacemaker, allait réguler le cœur entre, 60, battements, par minute, jusqu'à, 80 battements par minute. Et que le défibrillateur allait, me donner, un choc si jamais je dépassais les 200 battements par minute ou si mon cœur s'arrêtait. OK. Donc en fait, ce sont vraiment 2 dispositifs qui sont là pour, donc le pacemaker pour soutenir ton cœur au quotidien afin qu'il batte de manière régulière, à un bon rythme, si je comprends bien et le défibrillateur, c'est plutôt en situation d'urgence, on va dire, où là ton cœur, ne fonctionne plus du tout correctement et pour vraiment t'aider à redonner en fait, vie à ton cœur s'il s'arrête ou à l'aider à se réguler d'une manière, sûre si, il venait à trop s'emballer, c'est ça? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. OK et je comprends mieux pourquoi tu as insisté très fortement auprès des médecins pour que, en quelque sorte, ces dispositifs puissent te sauver la vie en toutes circonstances, vu que tu les as avec toi tout le temps. Et est-ce que tu peux nous raconter, comment du coup s'est passée cette opération, le jour J, enfin du coup la semaine après ce rendez-vous? Comment vu qu'ils savaient pas en fin de compte, ce qu'ils allaient te mettre, est-ce que tu peux nous expliquer, bah, déjà s'il y a eu opération ou pas du coup? Donc la semaine a coulé. J'ai, eu d'abord, donc en arrivant, sur place à l'hôpital, mon IRM cardiaque, et donc les médecins ne s'étaient toujours pas décidés à savoir quoi faire. J'ai demandé à nombreuses reprises du coup après mon IRM, sachant que du coup ils devaient se fier à ça, donc qu'est-ce qu'ils envisageaient de faire? Ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas. Donc le lendemain, je me faisais opérer vers 11h. Hem, dans la matinée, j'ai redemandé, pendant que je me préparais à l'opération, pour, donc la douche et cetera, donc arrivée dans ma chambre, sur le lit, donc tout était préparé pour m'emmener, donc en opération. Il ne savait encore pas. Donc là, il y a un médecin qui vient me voir, sachant que les brancardiers étaient, dans le couloir en train de m'attendre pour m'emmener à l'opération. Et ce médecin vient me voir en me demandant,
qu'est-ce que je préférais et sachant qu'en gros, il m'a fait comprendre que c'était à moi de décider, qu'est-ce que je préférais avoir comme dispositif. Il est venu me voir aussi en me posant la question, j'ai cru comprendre que dans la pathologie de Danon, il était possible, d'avoir, des morts subites. Je lui dis: «Oui, effectivement, c'est, très probable». Là, il m'a dit, «Est-ce que tu préfères donc avoir un défibrillateur ou un pacemaker?» Et il s'est fait la réflexion par la suite que ce serait mieux d'avoir les 2. Et si j'étais d'accord, en gros, ils allaient m'opérer tout de suite pour mettre ces 2 dispositifs-là. Et du coup, tu pars, j'imagine au bloc, quoi et alors bien sûr, tu es endormi pendant l'opération, mais à ton réveil, comment ça s'est passé? Comment as-tu récupéré après l'opération? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'opération du coup s'est très bien passée. Après ce que j'ai pas trop compris, ils m'ont laissé quand même le Reveal implanté, que j'avais du coup depuis 2022. Ça s'est quand même très bien passé. Je me suis réveillée, directement, après qu'il m'ait, sortie de la salle d'opération. Ensuite, quand je suis remontée en chambre, j'avais des douleurs, du coup, au niveau de l'implantation du défibrillateur, mais parce que je ressentais une gêne, voilà, on m'avait implanté quelque chose donc c'était logique. Le lendemain de l'opération, je suis sortie. Est-ce qu'au niveau de, donc du coup, actuellement, si je comprends bien, tu as 3 dispositifs qui sont implantés? Le Holter, donc le Reveal, le, défibrillateur implantable et le Pacemaker Micra. pacemaker. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Est-ce qu'avec tout ça, est-ce que, tu as en plus, des comprimés, enfin des médicaments à prendre en plus pour ton cœur ou pas? Ou qu'est-ce qu'il en est? Alors, non, je n'ai eu aucun traitement, pour l'opération. Donc j'ai toujours, les hypertenseurs. Hem, on m'a juste, mis par la suite un bêta-bloquant, parce que je faisais même après l'opération, donc mais 1 mois après l'opération, des grosses tachycardies à plus de 200 battements par minute, des bradycardies à 40-45 battements par minute. S Par la suite, du coup, je me suis encore battue auprès des médecins parce qu'ils ne voulaient pas me passer de traitement, pour réguler, cette arythmie. Depuis ton opération et depuis la mise en place du coup de ce traitement, est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans, je sais pas, mmh, dans la manière dont se comporte ton cœur? Est-ce que tu fais moins d'asystolie? Est-ce que tu penses que ça a quand même un petit peu amélioré les choses? Qu'est-ce que tu dirais toi? Pour le moment, sur les asystolies, je vais pas trop me prononcer parce que ça fait que, presque 3 mois maintenant que je suis opérée, sachant que les asystolies, c'était, tous les 4 à 6 mois, même si parfois c'était avant. Mais donc pour le moment, je vais pas trop me prononcer sur ça. Les bêta-bloquants, du coup, ont bien, bloqué, mon arythmie, en termes de tachycardie surtout. Est-ce que depuis la pose de ton défibrillateur, est-ce que tu l'as déjà senti qui t'avait, aidé ou est-ce que tu as déjà ressenti qui t'avait choqué ou des choses comme ça? Non, je n'ai pas ressenti, donc c'est pour ça, je pense que je n'ai pas refait d'asystolie, pour le moment. Dans ce que je retiens quand même dans ton témoignage, c'est que, tu as dû toujours un petit peu beaucoup, je reprends ma formulation, un petit peu beaucoup te battre pour, te faire entendre, pour essayer, enfin, que tu as dû trouver, des solutions, par toi-même. Et qu'est-ce que ça fait de jamais être prise au sérieux? De toujours devoir se battre pour, sa santé, pour être entendu, Oui, voilà, c'est totalement ça. C'est très, très fatigant. Moi, je sais que parfois, à cause de la pathologie, je suis déjà très, très fatiguée et de me battre, d'appeler, de rappeler, de re-rappeler, de re-re-rappeler parce que soit ils répondent pas, soit il faut fournir des justificatifs pour les rendez-vous, les rendez-vous sont trop loin, donc il faut que je joigne d'autres médecins ou que j'insiste pour, changer les rendez-vous. C'est très, très épuisant.
Surtout que maintenant, j'ai aménagé, avec mon compagnon depuis peu, donc je n'ai plus ma maman, on va dire, pour m'aider, pour ça, donc je me débrouille toute seule et c'est vrai que c'est très épuisant. Alors c'est, une question un peu osée, mais est-ce que tu as confiance en les médecins qui te suivent, près de chez toi? Hem, je dirais que la confiance n'est pas totale, sachant que certains médecins, non, je n'ai carrément pas confiance, même si c'est un mot, très gros, mais c'est vraiment le cas. Hem, pour mes cardiologues, on va dire que enfin, ma cardio et rythmo, j'ai assez confiance parce qu'ils me suivent quand même, bien, je trouve, même s'il y a parfois des incohérences. Mais c'est vrai que côté, neuro, je suis, insatisfaite, mais vraiment totalement. Voilà. Est-ce que du coup les professionnels qui te suivent, est-ce qu'ils ont déjà, eu d'autres, cas de maladies, cardiaques congénitales, notamment dans la maladie de Danon ou pas? Non, c'est bien ça, mon plus gros problème, par chez moi. Parce que, du coup, à chaque fois, c'est la même chanson, «Ah, vous avez, quelle pathologie?» Alors je répète et «Ah d'accord, je connais pas, c'est étrange, vous êtes mon premier cas, nin et sauf que c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en fait, c'est à moi d'expliquer, c'est moi qui connais même, mieux, la pathologie qu'eux et je suis obligée de leur expliquer, qu'est-ce que la maladie de Danon et qu'est-ce que ça peut provoquer. Voilà, donc en fait, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être moi-même le médecin et d'apprendre des choses à un médecin, c'est bizarre. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, les impacts, du coup, aujourd'hui, au niveau professionnel de la maladie sur, sur le fait que tu puisses, aller travailler ou pas? Donc depuis, novembre, alors ça avait commencé déjà en septembre 2023. On m'avait fait, déjà un papier, comme quoi, j'étais déclarée inapte totale à tout poste. Par la suite, enfin après, mon job, dans les bureaux, parce que même ça en fait, on s'est rendu compte que en travaillant, rien qu'avec ma tête parce que en fait je parlais et on va dire que j'utilisais pas mes muscles moteurs. C'était tellement dur, en fait, j'y arrivais pas. Je faisais un 35 heures par semaine. Arrivée chez moi, je débauchais à 16h30, je dormais tellement que j'étais épuisée, j'arrivais pas du tout à tenir la cadence, alors que pourtant ça me paraissait pas, si énorme que ça. Et du coup, j'ai vu un médecin du travail qui m'a déclarée inapte à tout poste. Et par la suite d'ailleurs, j'ai été en centre de rééducation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le centre de rééducation? Qu'est-ce qu'on te propose là-bas? Donc le centre de rééducation, j'ai été, au Grand Chêne à Bordeaux. Donc c'était, une proposition de kiné, d'ergothérapeute, de psychologue, de balnéothérapie, sur place. Mais ce moment était très dur pour moi parce que, j'étais, toute seule et c'était assez, fermé, c'est-à-dire que c'était très restrictif. J'avais pas le droit de sortir, le premier week-end. Je pouvais voir, ma famille et mes proches, que quelques heures, dans l'après-midi. Pour moi, c'était très, très dur sachant qu'il y avait, que des personnes âgées. En fin de compte, j'étais la plus jeune sachant qu'à ce moment-là, j'avais 18 ans. Je venais de fêter, pardon, mes 19. Mais en fait, la tranche d'âge était 80 ans et au minimum, 55 ans, mais ils étaient très peu, donc c'était 80 ans. C'était des sorties, par exemple, d'opérations, du col du fémur ou ce genre de choses et je me sentais pas du tout à ma place. C'était très dur et d'ailleurs, j'aurais dû faire plusieurs mois là-bas et j'ai fait que 3 semaines. Je comprends du coup que tu te sois pas sentie à ta place et que ça a dû être très dur, à la fois psychologiquement parce que je pense qu'aussi on se rend compte aussi de son état, on prend conscience de tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on ne peut pas faire et ouais, ce par quoi on est obligé de passer alors qu'on a à peine, comme tu viens de le dire, tout juste 19 ans. Donc on aspire peut-être à d'autres choses que de passer sa vie en rééducation à faire, de la kiné ou à adapter son quotidien, à sa maladie. Hem
À partir du moment où on te met, inapte, à tout poste comme tu disais, concrètement ça veut dire quoi du coup pour toi, professionnellement? Du coup, pour moi, professionnellement, ça voulait dire que je pouvais plus du tout travailler, même si, les personnes de la MDPH que j'ai eu récemment m'ont dit que c'était pas le cas et que si jamais, je voulais travailler, je le pouvais. Hem Mais du coup, j'ai pas trop compris. Du coup, moi, pour le moment, je n'ai plus de travail, mais sachant que je m'en sens pour le moment incapable, au vu de la fatigue. À la fois, beaucoup physique et aussi peut-être aussi un petit peu psychologique, de voilà, de tenir la distance sur un par exemple, un temps plein ou des choses comme ça, alors que on va pas bien, ni, physiquement ni moralement donc difficile de tenir le coup. Donc à 19 ans, on te dit que, ça va être compliqué pour toi de tenir, de trouver un emploi ou d'assumer la cadence d'un travail à temps plein. Hem Qui veut dire, plus de travail, pour moi, je mets ça directement avec, plus de travail égale, plus d'argent. Du coup, comment est-ce que tu fais pour vivre aujourd'hui? Avec quels, moyens tu peux vivre à 19 ans? Voilà, c'est quoi la comment tu fais pour t'en sortir? Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai, été déclarée inapte totale à tout poste, donc j'ai dû arrêter, le travail, au sein des bureaux, sachant que je touchais un SMIG, et j'avais donc le logement seul. Bien sûr, j'ai dû le rendre parce que je pouvais pas, payer, sans salaire, bien sûr. Donc je suis retournée vivre, chez ma maman. Je me suis retrouvée pendant des mois et des mois et des mois, je dirais, bien 5 mois sans salaire, vraiment sans argent, sachant que j'avais quand même, des frais à payer. Hem Par la suite, j'ai donc la dame que j'ai évoquée tout à l'heure, qui me suit par rapport au handicap, qui m'a débloqué un fonds, où, normalement je n'ai pas, vraiment le droit, je rentre pas vraiment dans les cases. Elle a fait exception parce qu'elle pouvait pas me laisser comme ça, sans argent. Pour le moment, je touche, 530 € par mois. Voilà, ça permet aussi de remettre les choses en place pour dire qu'une fois qu'on a une pathologie, lourde qui nous impacte au quotidien, qu'on n'a pas forcément d'aides qui sont mises en place. Ou du moins, le système français, même s'il existe, il est parfois très compliqué à mettre en place et que ça nécessite encore une fois beaucoup de démarches et c'est aussi un peu pour démystifier le fait que, hem, une fois qu'on est, voilà, en arrêt ou qu'on ne peut plus travailler, qu'on touche des aides, heu, souvent dans l'idéal des gens, c'est des aides, qui sont, des sommes tout à fait, confortables, on va dire, alors que la réalité, elle est totalement différente. C'est qu'aujourd'hui, tu as 19 ans, tu peux plus aller travailler parce que physiquement, c'est plus possible pour toi. Hem et par contre, tu n'as rien d'autre pour contrebalancer le fait que tu ne peux plus, toucher ton salaire. Donc ça, c'est quand même important de le dire aux auditeurs, je trouve. Avec tous les éléments bouleversants que tu as déjà vécus, que ce soit, l'annonce de ta maladie, l'arrêt de ta passion donc pour le football, les 2 on va dire, changements de voie professionnelle, puis en fin de compte, le fait de devoir arrêter totalement, ton parcours professionnel quoi. Plus, on va dire les contraintes quotidiennes que t'impose la maladie, est-ce que tu as ressenti le besoin, toi, personnellement, de prendre soin de ta santé mentale? Donc de ta santé, on va dire, plus, psychologique? Alors pour ma santé, psychologique, on va dire que petit à petit avec toutes ces étapes, en fait, si on se forge pas un gros mental, dès le début, on est au plus bas quoi. Moi en fait je me suis toujours dit que si je me bats pas, personne va le faire à ma place et je m'en sortirai pas. En fait je me suis tout de suite battue et au jour d'aujourd'hui, je n'ai enfin, on va dire que je vais bien psychologiquement, parce que je me suis, on va dire, créé cette carapace
et ce mental, on va dire, d'acier. Je pense que c'est une très bonne chose. Et du coup, aujourd'hui, tu ressens pas le besoin d'avoir un suivi particulier avec une psychologue avec lequel tu pourrais peut-être discuter de ces choses-là, enfin de difficultés que tu peux avoir au quotidien ou du moins de fait de des fois de te sentir, peut-être pas bien à cause de ta maladie? Envoyée vers, diverses psychologues, depuis le début, du diagnostic de Danone. Pendant un temps, quand justement j'étais, au centre de rééducation, il y avait une psychologue que je voyais, avec qui justement ça avait bien accroché parce qu'auparavant, ben, ça je sais pas, ça s'était pas très, très bien passé ou le feeling ne passait pas et à ce moment-là, j'ai dû faire, peut-être, 3 ou 4 séances mais ça m'avait aidée parce que justement je me sentais mal, dans le centre de rééducation mais c'est vrai que pour tous les autres choses, on va dire, par rapport à la pathologie, j'en avais pas besoin et après ça, du coup, j'en ai plus j'ai eu d'autres psychologues, mais qui, ont constaté qu'en fait, il y avait pas besoin de suivi, mais que si jamais un jour je venais à me sentir mal avec, les autres étapes que je vais devoir, affronter, qu'elle reste à ma disposition, pour, me soutenir. OK, très bien et tu parles justement d'autres étapes peut-être que tu vas devoir traverser. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Oui, comme, la dégradation, de mon cœur, bien sûr. Hem, je n'y pense pas. Je le sais, mais je n'y pense pas. Comme, mes muscles, je sais très bien qu'ils sont faibles, que je marche avec une canne, que, pour les longs trajets, je suis en fauteuil. Mais bon, c'est comme ça. Pour ça, je n'y pense pas trop parce que je ne sais pas où je vais aller. Hem et puis, voilà, après pour le reste, je n'ai pas trop d'idées. Si les yeux, bien sûr, les yeux, je sais qu'ils vont aussi être, de plus en plus un petit peu touchés, donc faut faire attention à tout ça. Merci pour, ton témoignage, Léa. Et est-ce que tu aimerais, faire passer un message aux personnes qui pourraient, vivre, un parcours identique, à toi, que ce soit, Danone ou autre, hein, bien évidemment? Oui, bah, alors mon message déjà, c'est, de toujours s'écouter parce que, je sais que moi, si je me serais pas écoutée dès le début, on n'en serait pas là au jour d'aujourd'hui, de toujours, avoir, on va dire une force mentale, assez forte, même si, toutes les personnes sont différentes. Mais je veux dire, soit bien s'entourer, soit essayer d'avoir on va dire un bon mental. Moi, je pense que c'est l'essentiel et surtout de parler, s'il y a des choses qui ne vont pas. Ouais, tu as totalement raison, Léa. Je partage ça avec toi. Si tu pouvais changer quelque chose ou améliorer quelque chose, dans ton parcours de patiente, heu, qu'est-ce que ça serait pour toi? Ah bah, ce serait sans hésiter, la prise en charge des médecins. Le fait, que je n'ai pas été écoutée, j'aurais tellement apprécié, être entendue dès le début, d'être crue surtout. Même, avec, une pathologie, écrite noir sur blanc, Danone, on me croyait pas. C'est vrai que j'aurais tellement aimé changer ça. Et ça fait déjà beaucoup. Oui. Ça fait déjà beaucoup. Hem, Qu'est-ce que tu retiens de positif dans ton parcours? Parce qu'il y a pas beaucoup de positif, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu retiens que ça t'a, ben, je sais pas, développé, que ça t'a aidé dans des choses quand même? Parce qu'effectivement, ouais, c'est difficile de voir le positif quand, tout autour de toi semble tourner négativement. On va dire, les points positifs ont été, mon entourage, donc ma maman et mon compagnon. Et aussi, les, personnes malades aussi comme moi de Danone, pour qui, je me suis rapprochée et qui m'ont aussi beaucoup aidée parce que c'est elles aussi qui m'ont appris plein de choses et quand on ne sait pas, on est perdu et moi je sais que j'aime bien savoir les choses pour être claire et savoir où je vais et je remercie du coup, bah, voilà, ma maman, mon compagnon et puis, Fanny surtout qui m'a accompagnée, sur, le chemin de Danone. C'est avec grand plaisir, en tout cas. Hem, qu'est-ce que je peux te souhaiter, pour la suite, Léa? Est-ce que tu as des projets ou à nous partager ou autre?
Alors, mon projet ultime serait, d'être, famille d'accueil. Bien sûr, ça, je verrai si, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est un de mes plus grands rêves depuis que je suis petite, donc j'espère le réaliser un jour. Eh bien, moi, je te le souhaite parce que je pense que c'est un beau projet et je pense qu'il y a énormément d'enfants qui seraient contents d'être avec toi. Moi aussi, je te souhaite vraiment que ton projet puisse se réaliser. En tout cas, je te dis un grand merci Oui, d'être merci venu beaucoup, Léa. pour témoigner de ton parcours avec autant d'authenticité, d'honnêteté et parce que c'est pas facile de parler des choses difficiles. Mais merci beaucoup à vous, vraiment, c'est super. Le témoignage de Léa met en lumière une réalité encore trop fréquente. L'errance médicale, la minimisation des symptômes et cette violence silencieuse qu'est le doute imposé aux patients. Quand on est jeune, sportive et qu'on semble en bonne santé, il est parfois plus difficile d'être prise au sérieux. Et pourtant, c'est bien là que le diagnostic se joue, dans l'écoute attentive des signaux faibles. Léa a vécu 5 années à chercher des réponses, à naviguer entre des services, des diagnostics erronés, des remarques blessantes. Et elle a dû, en plus de la maladie, affronter la solitude, l'incompréhension, le harcèlement. Son récit nous questionne. Comment faire évoluer notre système de santé pour mieux entendre les jeunes patients-patientes ? Comment informer, accompagner, sensibiliser pour que plus personne n'ait à prouver sa souffrance ? Au-delà des difficultés, Léa nous transmet une force rare. Elle est la preuve vivante qu'il est possible de continuer à avancer, de réinventer ses rêves et de reprendre le pouvoir sur sa santé. Son message est clair, ne vous taisez pas. Parlez, insistez, entourez-vous. Votre corps vous parle, il a raison.